tous et à toutes. Je vais vous présenter une communication pendant une trentaine de minutes. Conférence que j'ai intitulée Formation professionnelle en alternance et compétences, réenchanter la notion pour en retrouver le sens. Alors c'est un titre un peu mystérieux. Comme je l'ai déjà dit ce matin, vous jugerez à la fin si dans ce que je dis, vous comprenez pourquoi je l'ai appelé comme ça et si j'ai répondu à la question. Ce n'est pas à moi d'en juger, c'est à vous. Donc voilà. Le principe de mon exposé, il va se dérouler en 3 temps. Dans un premier temps, alors juste préciser que la question qui m'a été posée, c'est quel accompagnement des apprenants aujourd'hui pour demain. Voilà, je vais y revenir après comment j'ai compris cette commande. Préciser que mon intervention va se dérouler donc en 3 parties. Dans le premier temps, je vais revenir sur la notion de compétence et la notion de compétence transversale. Dans un second temps, je vais essayer de regarder comment on fait usage de cette notion en formation et en certification professionnelle. Et dans un troisième temps, je vais enfin répondre à la question qui m'était adressée, qui est comment on peut penser l'accompagnement des apprenants dans le développement de leurs compétences. Voilà. Alors, en préambule, il faut peut-être que je vous dise qui je suis, pas par pur égocentrisme, mais aussi parce que quand on sait d'où viennent les gens, on comprend un peu mieux, on situe mieux leurs propos. C'est surtout pour ça que je veux le dire. Donc moi je suis enseignant-chercheur, je suis maître de conférence au CNAM, à Paris, dans une équipe qui s'appelle Formation des métiers de la formation. J'ai oublié le nom de mon équipe. Métiers de la formation, et donc on est une toute petite équipe, on est 6 enseignants-chercheurs et puis quelques autres collègues, et on a en charge de former les ingénieurs de formation, les responsables de formation, etc. Je co-dirige avec Anne Musulman un master qui s'appelle Analyse du travail et développement des compétences. Que dire d'autre? Voilà, c'est à peu près tout. Et puis à côté de ça, je suis chercheur, parce que quand on est enseignant-chercheur, on est enseignant et chercheur, normalement à 50-50, ce qui est un peu difficile à juger, mais enfin, voilà, je développe des activités de recherche à côté, dans un laboratoire qui s'appelle l'unité de recherche, formation et apprentissage professionnel, qui est une nouvelle unité de recherche qui a été créée en mettant en partenariat les gens du CNAM, de la formation des adultes du CNAM, avec les collègues d'AgroSud Dijon, qui ont développé historiquement la didactique professionnelle, etc. Et puis des gens de l'ENSTA de Brest, qui est une école d'ingénieurs de la navale. Juste dire ça, c'est que personnellement, j'ai un statut un peu particulier, enfin pas un statut, mais j'ai une compréhension un peu particulière des choses, parce que je ne suis pas un pur produit sciences de l'éducation, on va dire. Puisque même si je suis enseignant d'EPS au départ, j'ai dans mon parcours, à un moment donné dans ma vie, rencontré les sciences du travail, en particulier la psychologie du travail, et encore plus en particulier la clinique de l'activité, développée par le professeur Exclos, et que, à tel point que je lui ai demandé de diriger ma thèse. Et donc j'ai fait une thèse avec ces gens-là, même si je suis pas psychologue, donc je n'ai pas pu faire une thèse en psychologie du travail, mais voilà, j'ai fait une thèse de sur l'éducation, mais avec les outils de la psychologie du travail. Et donc, encore aujourd'hui, je suis marqué par cette hybridation, cette double appartenance, qui fait que, par exemple, la semaine dernière, j'intervenais dans un colloque en ergonomie, par exemple. Donc, je m'intéresse toujours à ces questions en même temps de formation et de travail. Et donc, les sujets qui m'animent en ce moment, dans mon travail de recherche, c'est les questions de conception de dispositifs de formation, conception de dispositifs de certification. En particulier, là je suis très intéressé par ça depuis longtemps, puisque j'ai eu une carrière aussi où j'ai beaucoup fait de l'ingénierie de certification, puisque j'ai été à un moment donné, j'ai piloté la rénovation des diplômes au ministère de l'Investissement, par exemple. Voilà. J'ai bossé aussi à DGESCO, au ministère de l'Éducation nationale, sur les diplômes professionnels. Donc, j'ai un long parcours dans ce domaine-là. Mais
termes de recherche. J'ai fait aussi ma thèse sur la question de l'élaboration des référentiels. Stéphane, je te propose peut-être que l'Assemblée aussi se présente. Oui, c'est une bonne idée. Même si un petit tour de table rapidement. Ça vous va? Allons-y. D'accord. Jean-Marie Fontaine, je suis directeur du CFA de Clermont-Ferrand. Où j'ai fait mes études. Très bien. Au CESO. Il est pas loin. Patrice Arseguet, je suis directeur pédagogique au CFA et centre de formation des compagnons Tour de France en présence du Touche. Pas très loin. De Montpellier. Ça se reconnaît. De Montpellier. Non, Toulouse. À Toulouse. Stéphanie Courtebras, adjointe socio-éducative à Besançon et pour l'instant directrice intérimaire pendant quelques mois. Erika Vachon, je suis dirigeante d'un centre de formation et de coaching scolaire. Scolaire. Nicolas Breton, conseiller de formation sur la filière santé sécurité au travail ainsi que sur la filière chauffage, installation sanitaire. Donc, Astoire Noul, de conseillère formation également. Donc moi je suis référente des matières français, histoire, géo, anglais, mais aussi chargée d'un certain nombre de projets au sein du 3CVTP pour l'ensemble du réseau, notamment un des derniers projets en ce moment qui nous anime, c'est CLEA. Donc la mise en œuvre du dispositif CLEA dans notre réseau. Mais bon, bien, j'interviens aussi dans le dispositif de formation des formateurs. Dernier élément de préambule. Aujourd'hui, quelque chose qui moi me fait réfléchir, mais c'est les conséquences de la loi du 5 septembre, c'est la question du lien entre certification professionnelle et enjeux ressources humaines, GPEC, etc. Puisque la nouvelle loi impose encore plus qu'avant de faire le lien entre les deux. C'est-à-dire que c'est pas nouveau. Depuis, on peut dire sans doute des années 80, la formation initiale par apprentissage, comme la formation continue des adultes, on s'est vu assigner le rôle de gérer la question de l'insertion. Voilà. À tel point que même à l'université, aujourd'hui, on parle d'insertion professionnelle depuis un moment. Mais là, je pense que la nouvelle loi, elle renforce encore ça en rendant... pratiquement en réduisant les objectifs des formations à la question de l'insertion professionnelle. Donc moi, ça m'interroge beaucoup en tant que chercheur. Si vous voulez, je commence. Ça vous va? Donc on est parti. Alors. Par contre, on aura un peu moins de temps que ce matin. Je ferai quand même plus long. Parce que c'est comme ça, moi je résiste. Quand on me prescrit quelque chose, je vais à l'envers. Oui. C'est comme ça. Je ne disais rien. C'est mon côté, intérêt pour le travail. Voilà. Il y a toujours un écart entre le travail prescrit et le travail réel. Donc, voilà. Le terme compétence apparaît 239 fois dans la nouvelle loi du 5 septembre 2018 en 69 pages. Faites-moi confiance, je l'ai compté. Donc soit près de 3 fois et demi par page. Quand on remarque ça, même si on peut dire qu'une partie du mot compétence apparaît dans la formule opérateur de compétences et puis France compétences, n'empêche que on peut se dire à partir de ce chiffre que la formation sera compétence ou ne sera pas. J'ai même dans un autre texte dit qu'il y avait quand même une forme d'obsession de la compétence dans ce texte. C'est donc dans ce contexte qu'on me demande de m'interroger sur l'accompagnement des apprenants aujourd'hui pour demain. Je traduis la formule comme une invitation à réfléchir à la meilleure manière de favoriser le développement des compétences chez les apprenants, compétences qui seraient utiles à leur insertion proche, mais qui seraient aussi un outillage pour une suite qu'on peut espérer de carrière, mais en tout cas de quelques années. Parce que la notion de carrière aujourd'hui, elle nous échappe un peu, vu la diversité des situations. Vous posez les questions pendant peut-être qu'il vaut mieux j'avance un peu, enfin, sauf si c'est un truc de compréhension très net. Oui, mais c'était dans la nouvelle loi, enfin, je ne l'ai pas vu, je l'ai mal lu avant. Quelle est la définition de la compétence? Sur quelle définition ils sont partis? Alors, c'est une très bonne question et la réponse est... Il n'y a pas. Parce que c'est important.
Je me fais rire parce que j'ai même fait ce coup-là à des étudiants, je leur ai demandé, j'aurais fait faire l'exercice, hein, de me demander de dire combien de fois il y avait la compétence dans la loi, donc ils sont usuels, et ensuite quelle définition ils donnaient de la compétence, il n'y en a pas. Comme si c'était un avant de soi, une évidence. Et on va voir que ce n'est pas le cas. Donc j'entamerai mon propos en proposant une mise à la question des notions de compétence et de compétence transversale à travers le rappel de quelques définitions connues, mais surtout en revenant sur leur origine historique. Cet inventaire, d'ailleurs, au passage, inventaire inventé, vous voyez, il y a un lien. Cet inventaire permettra, je l'espère, d'éclairer le sens de la compétence, que je considère comme souvent perdu dans les usages qui en sont faits aujourd'hui. Dans un deuxième temps, je reviendrai justement sur les usages qui sont faits de la compétence et des compétences transversales aujourd'hui, en particulier dans la conception des certifications professionnelles et de leurs référentiels. Ces présentations me permettront ensuite de proposer quelques pistes pour favoriser le développement de véritables compétences chez les apprenants engagés dans une formation professionnelle. Ces pistes d'accompagnement, à mon sens, ne peuvent se penser que dans le cadre d'une prise en compte du travail réel, à partir d'une conception du développement humain. L'ensemble de ces éléments me permettra enfin de conclure en faisant un lien entre ces dispositifs pédagogiques et les modèles de conception des formations en alternance que l'on doit penser. Donc la notion de compétence, c'est un terme polysémique. Chaque texte qui traite de la compétence dit que c'est polysémique. Bernard Rey, qui est un chercheur belge très intéressant, dit si c'est polysémique, c'est aussi peut-être parce qu'on en fait des choses différentes. Donc cette polysémie, elle n'est peut-être pas non plus à chercher que dans le terme, mais aussi dans les usages qu'on en fait. Je suis assez d'accord avec ça. Cependant, même si c'est polysémique, comment expliquer un tel succès du modèle compétence dans le domaine de la formation professionnelle? Astier dit, je le cite, « Sans doute parce que la promotion d'une telle approche est solidaire d'une conception qui fait des acteurs une source majeure d'incertitude, génératrice de fiabilité ou de faillibilité. Réduire leur place dans les représentations est alors un moyen d'exorciser l'incertain, ce qui ne peut être que fort prisé par tous ceux qui sont attachés à la conception et au pilotage des systèmes de formation. » À l'origine était la qualification, notion définie à partir d'un dialogue social entre salariés et employeurs d'un secteur, et s'appuyant sur des critères objectifs tels que la possession d'un diplôme. Au tournant des années 80, la notion de compétence est substituée en France à celle de qualification, conduisant alors à abandonner un repère collectif pour une responsabilisation individuelle. Il s'agit alors de repenser le, et je cite Schwartz, le qui va faire quoi et comment le qui fera efficacement le quoi. Voilà. Pour décrire les ressorts de cette efficacité, il existe deux grands courants. D'un côté, il y a ceux qui pensent la compétence en référence à la performance et qui voient la compétence comme un output de l'action. C'est le cas, par exemple, et ça a été cité par Denis Stoll, du CNPF, l'ancêtre du MEDEF, qui, aux universités de Deauville en 1998, propose la définition suivante. La compétence professionnelle est une combinaison de connaissances, savoir-faire, expériences et comportements, s'exerçant dans un contexte précis. Elle se constate lors de sa mise en œuvre en situation professionnelle, à partir de laquelle elle est validable. C'est donc à l'entreprise qu'il appartient de la repérer, de l'évaluer, de la valider et de la faire évoluer. Au passage, on note qu'il n'y a que dans l'entreprise qu'on peut évaluer la compétence, selon cette définition. Quand on est dans un CFA, c'est un peu embêtant. La commission de la certification professionnelle, ex-CNCP, définit quant à elle cette notion de la façon suivante. Une compétence se traduit par une capacité à combiner un ensemble de savoirs, savoir-faire et savoir-être, en vue de réaliser une tâche ou une activité. Elle a toujours une finalité professionnelle. Le résultat de sa mise en œuvre est évaluable dans un contexte donné. Pour Le Botter, qui lui aussi a été cité tout à l'heure, la compétence est la mobilisation ou l'activation de plusieurs savoirs dans une situation et un contexte donné. Pour l'AFNOR, Agence française de normalisation, la compétence est définie comme une aptitude à mettre en pratique des connaissances et un savoir-faire pour obtenir des résultats escomptés.
partir de là, moi, je suis allé regarder du côté des analyses un peu historiques du terme. Et moi, je me suis appuyé sur quelque chose d'assez connu, hein, c'est le dictionnaire historique de langue française d'Alain Ray, qui est comme je le disais tout à l'heure, mon livre de chevet, peut-être pas, mais en tout cas une Bible que je vais souvent chercher. Parce que dans l'histoire d'un mot, on comprend aussi des significations, y compris un peu invisibles aujourd'hui, mais malgré tout qui restent présentes. Donc historiquement, la compétence qui vient du bas latin competentiam, proportion, juste rapport, a suivi une évolution de l'emploi juridique spécialisé à l'emploi général pour capacité due au savoir, à l'expérience. Son emploi récent en linguistique vient de l'anglais competencies, que Noam Chomsky a intégré à sa terminologie en opposition à la performance. Ce que je retiens de cette définition historique, c'est deux précisions très importantes à mon avis. D'une part, la notion de compétence intègre la notion d'une dimension d'économie dans l'action compétente, c'est-à-dire un juste rapport entre effort consenti et résultat obtenu. Ce que l'on désigne en ergonomie par la notion d'efficience. Être compétent, c'est donc être efficient, ce que les définitions précédentes n'évoquent pas. D'autre part, la compétence ne doit pas être confondue avec la performance, puisque très précisément, elle s'y oppose. Face à cette contradiction, d'autres chercheurs pensent la compétence comme relevant d'un processus interne, principalement cognitif. Alors là aussi, je vais citer quelques propositions. En Amérique du Nord, la compétence est par exemple définie par certains comme un ensemble de comportements socio-affectifs ainsi que d'habiletés cognitives ou d'habiletés psychosensorimotrices permettant d'exercer convenablement un rôle, une fonction, une activité, une tâche ou une action complexe. C'est Dussault, cité par Montchat. Au Bélier, Sandra Bélier en l'art, la compétence permet d'agir et ou de résoudre des problèmes professionnels de manière satisfaisante dans un contexte particulier en mobilisant diverses capacités de manière intégrée. Pour Chauvigné, un large consensus s'est établi entre les différents acteurs, chercheurs, formateurs ou professionnels, autour de l'idée que la compétence d'un individu est constituée d'éléments de différentes natures, conçus comme des ressources pour réaliser une activité définie. Enfin, la didactique professionnelle, plus inspirée de positions psychologiques, définit la compétence ainsi. Les compétences d'un sujet ou d'un collectif sont un ensemble organisé de représentations conceptuelles, sociales et organisationnelles, et d'organisateurs d'activités, schèmes, procédures, raisonnements, prise de décision, coordination, disponibles en vue de la réalisation d'un but ou d'une tâche. Et ça, c'est Samursay et Pastré en 98. On comprend à travers ces définitions riches que la compétence est plus qu'un output observable de l'action humaine, mais bien un processus complexe. On ne possède pas une compétence, on la mobilise. Et ce constat est encore plus vrai pour ce qui concerne les compétences transversales. En effet, s'il est difficile de saisir la notion de compétence, il est aussi compliqué de mesurer la capacité de cette qualité décrite à s'exporter d'un contexte à l'autre, transférabilité, ou encore à rendre compte des qualités génériques mobilisables dans diverses situations professionnelles. C'est comme ça que France Stratégie définit la compétence transversale. L'idée est pourtant essentielle. Pour un salarié, comment ne pas devoir, dans chaque situation, réapprendre tout? C'est bien ça l'enjeu de la compétence transversale. L'usage maintenant de la notion de compétence. Dans les dispositifs de formation, d'abord, c'est depuis les années 80 que le modèle compétence a commencé à s'imposer dans le champ de la formation professionnelle. Là, je ne suis pas d'accord avec Denis Christophe qui le disait, il disait que c'était à partir de 98. Moi, je suis ça bien une vingtaine d'années avant. Peut-être pas 20, mais une quinzaine d'années avant. On peut remarquer que cet usage de la compétence dans la conception et la mise en œuvre des formations professionnelles survient au moment où la question de l'employabilité des jeunes devient une question centrale du fait de la montée du chômage juvénile et de la dégradation du marché de l'emploi. On peut donc envisager que la mobilisation de la notion de compétence correspond à une volonté de professionnaliser les dispositifs de formation. Le pari étant qu'une formation plus inspirée des enjeux du monde du travail serait aussi plus préparatoire à l'insertion professionnelle des jeunes formés. Je dis les jeunes, hein, mais ça pourrait être aussi les plus vieux qui sont en reconversion. Se posent alors deux questions redoutables, et plusieurs autres sans doute. Ces deux questions sont d'une part... Ah non, pardon, je vais sauter un paragraphe, excusez-moi. Si certains questionnent le lien systématique qui est fait entre taux d'insertion et qualité d'une formation professionnelle,
il semble aujourd'hui consensuel de faire un lien entre l'exercice du travail de professionnel d'un métier et formation professionnelle visant ce même métier. Par exemple, pour former des bouchers ou des maçons, il semble évident de saisir certains éléments d'exercice du métier de boucher ou de maçon et de transposer ces éléments dans les dispositifs de formation. Se posent pourtant deux questions, au moins. C'est d'abord, que sont ces éléments que l'on doit saisir? Et deuxièmement, comment saisir et transposer ces mêmes éléments? Concernant la première question, on peut imaginer plusieurs propositions. On doit, par exemple, identifier les situations, c'est le modèle que propose la didactique professionnelle, en particulier dans un article de Mayen, Métral, Tourmen en 2010, qui a beaucoup fait réfléchir les ingénieurs de certification. On peut penser que le plus important, c'est d'identifier des tâches ou des missions. Ça, c'est plutôt le modèle managérial, la fiche de poste, etc. On peut penser que ce qui est le plus important, c'est les activités caractéristiques de l'exercice du métier, c'est ce que moi je propose. Pour la seconde question, comment transposer ensuite, quand on a saisi les choses du travail, pour la seconde question, les formateurs et les concepteurs de formation doivent accéder à certains éléments caractéristiques de la réalité professionnelle, d'opérateurs du métier visé, puis s'en inspirer pour construire des dispositifs et des situations de formation. Dans un cadre très contraint, en temps, etc., les formateurs doivent pouvoir observer le travail, mettre en œuvre des méthodes inspirées de l'analyse du travail, comprendre au-delà du visible ce qui mobilise les professionnels. Par exemple, comprendre que dans une même action, le professionnel peut viser plusieurs buts, parfois contradictoires ou inconciliables, comme par exemple faire vite et bien. C'est ce que Leplat a nommé le conflit de valeurs déjà en 1974. Il doit en tout cas comprendre que le travail est toujours plus complexe qu'il n'apparaît. Je rigole parce qu'il y a le photographe qui arrive, donc ça va, s'il faut photographie, je peux dire des bêtises. Il ne faut pas que je fasse de grimace. Il doit en tout cas comprendre que le travail est toujours plus complexe qu'il n'apparaît. Dès lors qu'on le regarde de près, le travail d'un opérateur révèle toujours des décisions multiples, des arbitrages subtils, des questions de sens. Tout ce qui explique et justifie la mise en œuvre des compétences, justement. Autre usage de la notion de compétence, c'est celle qu'on fait dans les référentiels. Historiquement, une des manières de rapprocher la formation professionnelle des enjeux du travail a été d'adopter le système de conception des diplômes par les référentiels. Dans la même période que l'émergence du modèle compétence, et ce n'est sans doute pas un hasard, le ministère de l'Éducation nationale, dont je rappelle qu'il est le plus important certificateur du pays, il certifie plus qu'il ne forme, voilà, a abandonné le système de programme de formation pour celui de référentiel, en particulier au moment de la création du bac pro en 1985. L'idée est bien de passer d'un modèle scolarocentré à un modèle professionnalisant plus ouvert sur le monde du travail. Dès lors, on doit décrire les tâches et les activités dans un RAF, référentiel d'activité professionnelle, puis les compétences requises pour les exercer dans un référentiel de certification, et enfin, les manières d'en évaluer la maîtrise, règlement d'examen. Je signale au passage que ce modèle-là est en train d'évoluer avec la nouvelle loi, puisqu'on va être sur référentiel d'activité, référentiel de compétences et référentiel d'évaluation. C'est ce modèle initial, avec des nuances, qui sera mobilisé progressivement par l'ensemble des certificateurs, et en particulier à partir de 2002 et la création du répertoire national de certification professionnelle, qui va avoir un effet modélisant structurant. Avec la conception des diplômes sur la base de référentiel, la compétence devient donc un instrument central du système, puisque être titulaire d'un diplôme veut dire être en possession des compétences référencées dans ce référentiel, qui constitue une qualification. Être titulaire du CAP constructeur en béton armé du bâtiment veut dire que l'on possède les compétences qui garantissent à mon futur patron que je suis qualifié pour exercer le métier de constructeur en béton armé du bâtiment. C'est-à-dire que je vais être capable, après une courte période d'acclimatation à l'entreprise, de pouvoir, de manière autonome, assumer les principales tâches de ce métier. Cela veut dire que je peux affronter des situations relativement inédites et m'en débrouiller. Mais comment favoriser un tel type d'apprentissage qui ne se réfère pas à une conformation à un modèle, mais qui aide l'apprenant à devenir un professionnel, pour reprendre l'expression de Vygotsky quand il définit la professionnalisation.
Comment peut-on accompagner ces apprenants? La formation n'est pas le travail. Ce constat initial est d'ailleurs aujourd'hui réaffirmé avec l'expérimentation AFEST. Vous avez pendant 10 minutes encore? Oui, oui, 10, et puis on aura 5 minutes d'échange. Très bien. Ce constat initial est aujourd'hui réaffirmé avec l'expérimentation AFEST et les dispositifs de la loi du 5 septembre 2018 qui permettent désormais de financer des actions de formation en situation de travail. Se former en situation de travail est différent de travailler. Le travail peut être apprenant, mais aussi destructeur, et le plus souvent simplement routinier et exceptionnellement transformateur. Dès lors, favoriser le développement de compétences des apprenants dans un dispositif de formation professionnelle, en particulier de compétences mobilisables dans des contextes larges et des situations variées, les fameuses compétences transversales, nécessite de penser le rapport entre travail et formation. Parmi les diverses pistes que la formation professionnelle développe, je vais me focaliser sur 2 aspects seulement. La construction de parcours alternés de formation d'une part, et une réflexion sur le développement professionnel. Les parcours alternés de formation. Les dispositifs de formation par apprentissage, dont l'origine est aussi ancienne que la formation, en est une belle illustration, me semble-t-il. Proposer à un apprenant d'alterner entre 2 lieux de formation distincts a un effet sur son apprentissage. En particulier, on peut dire que c'est la nature de son apprentissage qui est particulier dans ce cadre. Alors que dans les formations non alternées, les apprentissages se focalisent sur l'accumulation de savoir, on peut de manière caricaturale dire que les dispositifs en alternance favorisent des apprentissages plus professionnels, plus proches du développement de compétences. La maîtrise de savoir acquis n'étant plus un objectif final, mais bien une ressource pour développer ses compétences. S'il y a des conditions organisationnelles à l'efficacité de ce type de dispositif, nous y reviendrons succinctement par la suite, je veux m'arrêter ici sur le mécanisme sous-jacent à cette efficacité. Ce qui semble moteur d'apprentissage professionnel et de développement progressif de compétences, c'est l'écart entre ce que l'individu apprend en centre de formation et ce qu'il vit en entreprise. Je fais référence à un article de Clos et Pro en 2003 dans la revue Formation Emploi. Cet écart entre centre et entreprise est aussi l'écart qui existe entre les attendus du diplôme, tel que décrit dans le référentiel, et l'expérience vécue par l'apprenant en entreprise. Les auteurs parlent d'une discordance créatrice. Pour caractériser ce qui se passe pour l'apprenant, l'expérience vécue en entreprise, parfois douloureusement, est proche du travail réel, tel qu'il s'exerce dans le métier visé. Par nature, cette expérience singulière est décalée par rapport aux normes génériques fixées dans le référentiel. Et c'est ce décalage qui oblige l'apprenant à développer sa réflexion pour agir malgré tout, et ce faisant, qui lui permet d'enrichir sa compréhension de la situation. Au plan pédagogique, cela a 2 conséquences. La première, c'est que le but des acteurs qui accompagnent les apprenants dans ces dispositifs, formateurs, tuteurs, maîtres d'apprentissage, ne doivent pas tenter de réduire les écarts systématiquement. D'autre part, ces mêmes acteurs doivent organiser les conditions pour permettre à l'apprenant de penser ces écarts, ce qui favorisera une réflexion sur les multiples possibles du réel, et le passage de la maîtrise de savoir et de savoir-faire au développement de compétences. Justement, le développement, Jaubert, dans un texte de 2013, pour distinguer l'enseignement de la formation des adultes, indique que l'enseignement vise des apprentissages alors que la formation permet le développement. Dès lors, dit-il, le formateur d'adultes est un agent de développement. Si Jaubert tranche son propos pour expliquer son point de vue, on peut avoir une vision plus dialectique du rapport entre apprentissage et développement, le premier relevant d'acquisition nouvelle, alors que le second est plutôt une transformation des savoirs déjà acquis. En formation des adultes, comme dans l'enseignement, il existe un maillage de ces 2 processus, mais on peut en effet penser que les adultes en formation vivent sans doute des processus transformateurs plus importants que les jeunes dans le cadre d'un enseignement initial. Vygotsky, le psychologue russe bien connu, dans une démarche qualifiée d'historico-culturelle, fait un lien net entre histoire et développement. D'ailleurs, dit-il, cette dimension historique, c'est en effet simplement appliquer la catégorie de développement à l'analyse des phénomènes. Et ça, il dit ça dans un écrit qui date de 1925. Pas mal. En formation, on peut alors envisager de faire le lien entre histoire et développement des compétences en envisageant l'histoire comme la reprise des expériences vécues dans de nouveaux contextes. Par exemple, demander à l'apprenant en retour d'entreprise d'exposer une situation complexe vécue et de la mettre en discussion avec le groupe
permet de l'aider, vous le savez, permet de l'aider à développer sa réflexion sur cette situation et sur ce qu'il aurait fait si tel ou tel autre paramètre de la situation avait changé. De même, le formateur peut lui proposer d'envisager les effets d'un changement d'outil. Si tu conduis cet entretien au téléphone avec ou sans script, pour une formation commerciale, ou encore de destinataire de l'action. Si ton public a changé quand tu l'encadres, pour un futur animateur sportif. Ce changement de point de vue sur l'activité vécue, sa singularisation, désingularisation, permet à l'apprenant de jouer avec le groupe sur le degré de généralisation de la situation et ainsi de passer du vécu singulier à la constitution d'une expérience plurielle proche de ce que l'on caractérise par le terme de compétence. C'est cette expérience renouvelée que Vygotsky qualifie d'histoire, c'est-à-dire ce qui est advenu, mais aussi ce qui aurait pu advenir ou ce qui sera demain. Pour conclure, dans les temps, face à une assemblée de spécialistes de l'apprentissage et des formations professionnelles en alternance, je ne peux oublier que lier ma conception de la compétence et de son développement dans les dispositifs de formation et le modèle de conception de l'apprentissage qui est promu. Je vais le refaire parce que je n'ai pas mis la virgule il faut à mon avis. Face à une assemblée de spécialistes de l'apprentissage et des formations professionnelles en alternance, je ne peux oublier de lier ma conception de la compétence et de son développement dans les dispositifs de formation et le modèle de conception de l'alternance qui est promu dans ces dispositifs. Schématiquement, il existe trois modèles de la conception de l'alternance. Un modèle juxtapositif, un modèle applicatif et un modèle intégratif. Seul le dernier modèle permet d'envisager le développement de véritables compétences professionnelles, vous le savez. Naturellement, ou dans le cadre d'un dispositif formel, l'individu acquiert des compétences quand il élargit le champ des possibles de son action efficace. C'est bien là l'enjeu des compétences transversales. Être compétent ici, mais aussi dans d'autres situations plus ou moins proches. C'est aussi la question des compétences métiers qui permettent d'agir avec efficience ici, mais sont aussi des ressources augmentées pour vivre des situations prochaines par nature différente. La formation professionnelle à laquelle la société assigne une fonction d'insertion, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, mobilise aujourd'hui une version appauvrie de la notion de compétence, et cette tendance est renforcée par le développement des demandes en termes de soft skills. C'est parce qu'on a fait une blague ce matin là-dessus. Il me paraît urgent de réenchanter la notion de compétence, c'est-à-dire très exactement remettre la compétence au contact du réel. C'est ça que ça veut dire réenchanter, si on y réfléchit. C'est revenir au réel. Réenchanter la compétence, la remettre au contact du réel que ses usages lui ont fait perdre. Et le sens de ce réel, c'est le travail, dans toutes ses dimensions, au-delà du comportement des citoyens. Merci. La foule est trop immense. Merci Stéphane pour cette intervention. Alors nous avons ri tout à l'heure, mais on vous expliquera en aparté cette connivence tout à l'heure. Et aussi à des interventions, questions, réactions. J'aimerais revenir, ou vous puissiez revenir sur votre conclusion, justement. Alors, parce que je ne sais pas si c'est l'effet rétroactif de la blague du matin, mais j'ai décroché dans la conclusion. Alors, ma conclusion, qui est censée conclure. Donc, ce que j'explique, c'est qu'en fait, pour moi, la compétence métier, ou même compétence... bon, déjà, une compétence, c'est être compétent ici, mais aussi dans d'autres situations plus ou moins proches. Ça, c'est la compétence transversale. Mais plus généralement, les compétences, les compétences, elles doivent permettre d'agir avec efficience ici, mais aussi, elles doivent être des ressources augmentées. Hein, c'est un petit clin d'œil avec la question de la réalité augmentée, réalité virtuelle, mais c'est aussi la réalité. C'est-à-dire que si j'ai été capable d'être efficient dans une situation, eh bien, si je suis la compétence, ça va me permettre d'être efficient encore plus dans une nouvelle situation qui, par nature, sera un peu différente. Parce qu'il n'y a jamais deux situations identiques. Et donc, ça m'amène ensuite à
à constater qu'aujourd'hui, la formation professionnelle, mais pas seulement, hein, les RH, on pourrait dire la même chose, mobilisent en fait une conception de la compétence qui est une conception appauvrie de la notion, qui est, dans un autre texte, j'avais dit, qui est déracinée. C'est-à-dire qu'on a oublié de faire le lien avec la question du travail. Et je trouve que cette tendance, elle est très renforcée en ce moment par le développement d'un discours et d'une demande autour des soft skills. Alors Voilà. c'est ce que je ne vois pas. Alors en quoi la demande en matière de soft skills. développement des soft skills, je vais pas y arriver, appauvrit Le lien avec le travail. Le lien avec le travail, ouais. Alors c'est une question importante et difficile. Ça l'appauvrit parce que il n'y a plus de référence au contexte en soft skills, puisqu'on est sur des compétences à caractère comportemental, sur des compétences méthodologiques, etc., qui ne prennent plus d'appui sur un contexte professionnel. Puisque par nature, justement, ils sont transférables, transversales, voilà. Et moi, autant je crois qu'il y a des compétences qui sont valables ici et maintenant et qui peuvent éventuellement servir de base à la construction d'une compétence dans un autre contexte. Ouais, c'est comme ça que je pense les choses. La transversalité ou la transférabilité, je le pense comme ça. C'est-à-dire que c'est pas ma bouteille elle est là et je vais l'utiliser là. Non, c'est ma bouteille elle est là et puis l'eau qui est dedans, je vais pouvoir le verser là et ça va peut-être me permettre de construire une nouvelle bouteille. Bon, excusez-moi, c'est une métaphore un peu rapide, hein, mais donc voilà. Et quand on dit, mais ce qui est important, c'est l'eau, la bouteille, on s'en fout. Là, j'ai quand même du mal à voir quoi, le lien. C'est-à-dire qu'on construit un objet notionnel complètement artificiel, quoi. Au passage, c'était l'objet d'une. On a fait une journée d'études là, avec la revue Éducation Permanente il y a 15 jours sur les compétences transversales, puisqu'il y a eu un double numéro qui est sorti de la revue Éducation Permanente. Il y a eu tout un débat autour de ces questions-là. Il y a un enjeu social très important autour des soft skills, incontestablement. Il y a une demande sociale et un enjeu social. Par exemple, certains disent, c'est en lien avec Cléa par exemple, que il est important de reconnaître quelque chose des qualités de cet ordre-là chez des jeunes peu qualifiés, etc. Et moi, je comprends très bien l'enjeu social. Hein, je ne suis pas indifférent à ça. Simplement, le fait de l'appeler compétence, d'abord, c'est pas très juste sur le plan technologique, mais à la limite, ça, on s'en fout. En revanche, ça ouvre la porte à des choses assez terribles. Avant, on disait t'as un mauvais caractère, t'as un mauvais caractère. Maintenant, on dit t'as pas la bonne compétence comportementale, donc je te vire. Enfin, vous voyez, c'est une caricature, mais elle n'est pas si loin de la réalité, malheureusement, quoi. Moi, je suis assez atterré de cette... Parce que il y a tellement de choses, il y aurait tellement d'intérêt à rapprocher la question de la compétence du travail réel pour rendre compte de l'intelligence des gens au travail. Et on le sait tous, quand on regarde les gens travailler, il y a une merveille de créativité, etc. Et ça, c'est développemental, non seulement pour la professionnalité des gens, mais encore plus pour leur santé. Parce qu'il y a un enjeu de santé aussi derrière. Si on admet que les gens qui travaillent développent de la richesse, c'est un peu ce que disait Denis Christel. Moi, je ne le dis pas avec les mêmes mots, mais c'est pas grave. C'est la question de la capacité, la capacité à agir, quoi. Yves Clos, il dit pour soigner la santé, il faut soigner le travail. Arrêtez de soigner les gens, soignez le travail. C'est ça qui va rendre les gens en bonne santé. Vous voyez, donc, bon. Comment je donnerais les soft skills ? Je dirais qu'il y a dans toute compétence une dimension. D'abord, attendez, je vais le dire un peu différemment. D'abord, dans ce qui est désigné dans le mot soft skills, il y a un fourre-tout. Donc il faudrait déjà commencer par catégoriser un peu plus précisément. Mais je pense qu'il y a un certain nombre de choses qu'on appelle soft skills ou compétences de ce genre-là. Quand on les regarde de plus près, en fait, repose sur des compétences purement techniques. C'est-à-dire que quand on dit, par exemple, les compétences relationnelles, par exemple, on s'aperçoit que ce n'est pas des compétences relationnelles. C'est qu'en fait, derrière, il y a des techniques. Par exemple, je suis désolé, mais moi, je ne me relationne pas de la même façon quand je suis dans une situation de commerce que quand je suis dans une situation de coproduction, d'éducation, de santé, de machin. Bon.
Déjà, alors ça, vous avez compris. C'est-à-dire que si on regardait d'un peu plus près les choses, on se dirait qu'il y a sans doute des choses qui peuvent relever de ça, mais qui s'appuient sur des techniques et des compétences métiers très nettes. Et puis, deuxième chose, je pense qu'il faut admettre que la compétence, elle emporte des diverses dimensions. Donc, il y a une dimension comportementale, évidemment, dans certaines compétences. Mais c'est pas pour ça qu'il faut la réduire à la compétence. Voilà. Moi, je pense qu'effectivement, il y a des codes, je sais pas, moi, dans l'hôtellerie-restauration, il y a un code vestimentaire, mais y compris de posture physique, qui est à acquérir. Pour autant, est-ce que c'est une compétence comportementale? Non, c'est une dimension comportementale qui accompagne des gestes techniques, qui accompagne, etc. Voilà. Donc moi, je crois plus à ça, quoi. Voilà. Après, je pense qu'on va pouvoir continuer à bosser pendant quelques années. Moi, je pense que j'ai dû publier au moins 7 ou 8 articles dans les 2 dernières années là-dessus, et je suis loin d'avoir fait le tour. Hein. Donc je vais continuer à rencontrer des professionnels et des acteurs pour m'enrichir. Merci. Alors j'ai une question me concernant. Suite à l'intervention des personnes de l'éducation nationale, avec lesquelles on s'entend très bien, mais vous avez senti à la fin de la participation commune le questionnement sur la certification, avec les entrées tout au long de formation, les entrées progressives que l'on va pouvoir avoir de nos jeunes, quelles que soient les formations, que ce soit du bâtiment, de l'interpro, entre les CFA, chambres de métier, etc. On a tous les cas de figure par rapport à nos jeunes ici. On va se poser la question de l'évaluation des compétences dans le cadre du référentiel de certification, puisque nous avons des jeunes avec tout type d'âge, tout type de prérequis, qui, au vu de la définition des compétences, pourraient être un petit peu dans ce cadre-là. Et comment va-t-on faire pour les évaluer? Là-dessus, c'est vraiment là. Alors, c'est une question, l'évaluation de nos jeunes et la préparation des formateurs à l'évaluation des compétences là-dessus aussi. Parce qu'il y a quand même une évolution aussi. Alors, moi, je ne connais pas le détail de ces évolutions, hein, parce que j'ai un peu décroché. J'ai bossé à la DGESCO, mais j'y suis plus, donc dès qu'on n'y est plus, on décroche. Alors, premièrement, comment préparer les formateurs? Peut-être en les formant. Peut-être qu'à un moment donné, les formateurs, ils ont aussi besoin de temps en temps de se former, ou de se reformer, ou de repartir sur des questionnements collectifs, etc. Parce que quand je dis formation, c'est au sens large, hein, il y a plein de modalités, et je crois vraiment que les professionnels, ils n'ont pas du tout envie. Je suis en train de conduire avec Annelise Wühlmann, justement, dont je parlais tout à l'heure, une recherche-action avec le rectorat de Paris sur les besoins en formation continue des enseignants. Donc c'est pas... Et on s'aperçoit que les enseignants, ils nous déclarent assez précisément qu'ils ne veulent pas qu'on leur donne des leçons, qu'ils en ont marre, qu'on leur dise comment ils doivent faire leur métier. Voilà, ça les hérisse. Et c'est pour ça qu'il y a un pourcentage d'absence terrible, etc. En revanche, qu'on les mette dans les conditions qui vont leur permettre de réfléchir ensemble avec l'aide d'un tiers, ça les intéresse beaucoup, quoi. Voilà. Donc je pense que c'est plutôt cette piste-là. Après, comment évaluer voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des contraintes institutionnelles extrêmement fortes. Il parlait du CCF, l'inspecteur général, M. Smith. Le problème, c'est qu'un CCF où on doit convoquer les élèves pour passer le CCF, ça n'est plus du CCF. Enfin, je veux dire, c'est complètement contradictoire, quoi. C'est-à-dire, au fait, on va faire du CCF en cours de formation, mais ça sera quand même jeudi à 8h02. C'est complètement idiot, quoi. Donc il faut trouver une solution, parce que voilà, il y a des contraintes réglementaires, etc. Mais il faut arriver à faire péter ce cadre, ou alors il ne faut plus appeler ça des CCF, quoi. Voilà. Mais ceci étant dit, pour revenir plus précisément, moi je pense qu'une compétence, on peut parler d'évaluation d'une compétence à partir du moment... Alors il n'y a pas de réponse absolue, mais en tout cas il y a 2-3 conditions qui me semblent très importantes. Première condition, c'est que la situation d'évaluation soit pas réelle, parce que c'est pas possible, mais authentique par rapport aux contraintes professionnelles réelles. Vous voyez? Et là, il y a un indice qui est très, très clair, c'est que ça parle aux professionnels, quoi. Et ça, ils le savent en une fraction de seconde, quoi. Voilà, quand on fait un truc, si c'est authentique, le gars dit bah oui. Sinon, il te dit mais attends, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, quoi. Donc voilà, il faut développer ça, à mon avis. Et c'est pour ça que la présence des professionnels dans les jurys me semble très important. Mais il faudrait même les associer en amont dans la construction des situations. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je pense qu'il faut s'appuyer toujours sur l'idée que la compétence, c'est le coup d'après, quoi.
C'est pas être capable de faire un truc, c'est être capable de faire un truc et de faire un autre truc et de faire un autre truc. Alors comme on peut pas les évaluer 42 fois, au moins s'inspirer de ce que j'ai dit à un moment donné, mais enfin ou d'autres. Hein, c'est jouer sur la question de la généralisation, voilà. C'est-à-dire, bon, voilà, ok, tu fais ça. Alors maintenant, viens là et explique-nous comment tu aurais fait s'il y avait eu ça. Pourquoi tu as fait ça dans tel, voilà, etc. C'est-à-dire passer d'une vision unique à une vision plurielle de la situation, quoi. Et là, on peut dire que c'est un peu plus prédictif de la présence de la compétence, quoi. Voilà. Donc là, il y a bien l'idée du développement et Oui. aussi du vécu dont parle Vygotsky, Oui. où de toute façon, voilà, la mise en situation, l'explicitation et comment j'aurais fait si c'était autrement. Voilà. Donc, en fait, est-ce qu'on peut vraiment, du coup, on pourrait dire que le développement de la compétence, c'est quand on peut partir de l'explicitation de l'environnement du travail, du travail réel, et de cette explicitation, il y a l'exploration en groupe, et donc l'exploration en groupe permet de travailler sur l'écart, et enfin, la réflexivité, et cette réflexivité permet à chaque individu d'être dans, si c'était à refaire, je referais comment, et donc d'être dans le développement de ce qu'on pourrait être à la fois la compétence ici maintenant, mais aussi la compétence transversale qui est en capacité d'être déployée dans une situation similaire. Oui, il y a tout ça, de vrai. Je dirais juste deux choses. D'abord, le travail qui a été fait sur les AFEST est de ce point de vue assez remarquable dans l'expérimentation et dans les suites. Là, vraiment, il y a quelque chose de très intéressant à aller regarder autour justement de l'affirmation de la nécessité de passer par une phase d'action et une phase de retour sur l'action. Je pense que ça, c'est vraiment un modèle très intéressant. Deuxième chose, et c'est un peu ce qui est un peu difficile à saisir, mais qui est en même temps fondamental, et ça c'est vraiment historico-culturel, c'est vygotskien comme idée, c'est que la compétence, c'est le développement de la compétence. Tout à fait. Voilà, pour moi, vous voyez, quand on me dit compétence, je pense au développement de la compétence, parce que c'est la même chose en fait. Oui, Une dernière question. Alors, c'est pas une question, je rebondis par rapport à ce qui a été dit par rapport à l'éducation nationale. Sur notre centre, on a depuis quelques années, justement, on a des entrées-sorties permanentes et on fait de moins en moins des CAP. On fait des titres professionnels. Aujourd'hui, le ministère du Travail, on peut inscrire des personnes en titre professionnel. Le problème qui se pose à nous, c'est sur la formation initiale, comment on ajoute le français et les maths qui ne sont pas évalués sur les titres professionnels. Donc on est en train de réfléchir à ça aussi. Mais si nos amis de l'éducation nationale faisaient un petit peu la même chose en disant, voilà, on peut créer des évaluations, parce qu'un titre pro, une évaluation, ça dure par exemple un jour. Après, on revient sur des situations de travail, il y a une espèce de, entre guillemets, mémoire qui est fait pour expliciter le travail qui est fait en entreprise, qui est jugé par des professionnels. On ne peut pas avoir des personnes à la retraite, par exemple, comme on peut le voir dans des jurys de l'éducation nationale. Et nous avons aussi c'est des personnes obligatoirement en activité. Et je trouve l'expérience que l'on mène actuellement et qu'on tente à développer, qui est très intéressante de travailler sur des titres professionnels, sur des référentiels qui sont écrits déjà ou de plus en plus en bloc de compétences, qui me paraît intéressant. Voilà. C'était juste un retour d'expérience par rapport à ça. Alors, je vais rebondir là-dessus parce que entre les CFA paritaires associés, il y a différents travaux qui ont été instigués par le 3C actuellement, notamment les travaux sur la modularisation, où nous avons travaillé avec des groupes de travail, donc que ce soit des équipes de direction, des adjoints, des directeurs, des adjoints pédagogiques et techniques, des formatrices et formateurs du réseau, par rapport aussi bien des titres que des CAP, des bacs pro, des BTS, sur différents types thématiques de métiers, que ce soit des plombiers, des chauffagistes, des façadiers, BTS travaux publics avec Fabrice Poupon également, et donc justement pour avoir cette approche déclinée. Et donc les travaux sont en cours, donc on va avoir un séminaire de mémoire en octobre définitif, si je me souviens bien. On vous fera un retour là-dessus, justement parce que ça permettrait d'intégrer par rapport à ces parcours de formation
en décalage tout au long du calendrier, de mieux intégrer justement cette dimension d'évaluation sommative et formative, enfin formative et sommative à la fin, pour pouvoir faire un état des lieux là-dessus. Et cette approche compétence situationnelle a bien été le mot d'ordre de la construction de ces outils, où on est parti de situations de travail professionnelles, par les savoir-faire, par les savoirs, etc., tout en les contextualisant de toute manière là-dessus, ce qui permettait justement, entre pairs, de pouvoir monter en compétence, que ce soit sur l'établissement de formation, ou de par la pédagogie d'alternance que nous faisons toutes et tous dans nos établissements, confronter ça au réel en situation professionnelle dans les entreprises. Donc c'est une approche que l'on a actuellement. Juste un truc, moi je connais bien les référentiels des différents ministères et quand j'étais à l'Éducation nationale, je disais à mes collègues, ça serait pas mal de s'inspirer dans la forme des titres parce que les référentiels sont bien faits, enfin en tout cas ils sont pensés en termes de communication. Et donc moi je trouve ça remarquable parce que les diplômes de l'éduc avec des référentiels de 250 pages, c'est inutilisable. Et ça c'est dommage. Maintenant, je suis tout à fait dubitatif sur l'idée d'évaluer dans des situations de travail reconstituées comme ils le font à l'AFPA, quoi. Je suis assez dubitatif parce que c'est pas ça la question. C'est pas la question de faire au plus juste, au plus vrai, au plus propre, etc. On me donnait l'exemple dans les situations d'évaluation, vous savez, sur le CAP petite enfance. Alors on met un poupon, mais comme on veut qu'il ait le même poids, on lui met du sable dedans pour qu'il ait le poids d'un bébé. Et puis, ou alors quand on forme des gens pour faire de l'aide à domicile, on reconstitue un studio avec du vieux papier peint des années 70 et tout. Enfin voilà. Et on pousse ce genre de raffinement-là. Mais qu'est-ce que ça dit de la réalité professionnelle vécue? Pas grand-chose en fait. Donc c'est pas, je crois qu'il ne faut pas se tromper. C'est pas, pourquoi pas, on peut s'amuser à faire ça. Mais l'essentiel, il n'est pas là. Il est dans la question de l'authenticité des questions que ça pose au professionnel qui agit. Et donc ça, c'est beaucoup plus difficile et ça nécessite une réflexion, une ingénierie qui est très intéressante et qui n'est pas aboutie nulle part, quoi, à mon avis, aujourd'hui. Il n'y a pas de bon référentiel aujourd'hui en France. Et je pense qu'il n'y en aura jamais, en fait, hein, parce que c'est difficile. Mais, donc vous êtes obligé de vous en dépatouiller. Et ce que j'aime bien dans ceux de l'AFPA, c'est qu'ils ont une forme qui permet de s'en dépatouiller correctement pour un formateur. Alors que ceux de l'EDUC, ils sont insupportables, quoi. Ça permet une adaptation plus intéressante au niveau des formateurs, voilà, qui peuvent se l'approprier plus facilement et adapter, c'est-à-dire adapter par rapport à les situations. Ce que j'ai proposé dans ma thèse, c'est que tous les référentiels, ils devraient faire l'objet d'une conception continuée dans l'usage en permanence. Et il faut faire des propositions très concrètes, hein, qui n'ont pas été retenues, enfin, c'est normal. J'avais adressé à la communauté scientifique et pas à l'institution éducative, mais c'est quand même une idée, ça, quoi. Je suis sûr. Juste vous donner un exemple qui est très concret, c'est toutes les formations en santé et sécurité au travail. Que ce soit sauveteur secouriste au travail, que ce soit la PRAP, que ce soit la 2S pour le secteur sanitaire et social ou l'industrie bâtiment, commerce pour plutôt nos établissements CFA paritaires et associés. C'est en constante réécriture, travail, réécriture avec l'INRS là-dessus pour voir de la manière dont ça peut être fait dès lors où les formateurs de formateurs vont faire ça dans le réseau, dans le cadre du dispositif de formation qu'on peut avoir. Il y a toujours des questionnements là-dessus, que ce soit avec nos partenaires, donc l'INRS notamment, avec l'Éducation nationale, dans le cadre de la réécriture des référentiels de formation, où il est bien mis maintenant que les jeunes doivent avoir à minima telle formation. Après, il y a une nécessité d'adaptation aussi par rapport aux besoins des entreprises qui nous demandent toujours plus, alors qu'on essaie de faire déjà avec le temps que l'on a et les formatrices et formateurs que l'on peut avoir. Mais il y a toujours cette adaptation. Et pour le cas de figure de ces formations, ce sont des formations très ancrées formation-action. Une des solutions, parce que je suis passé rapidement voir mes collègues à côté par rapport aux outils digitaux, c'est que certains voulaient poindre une acculturation des compétences du public en santé-sécurité que par le digital. Le souci de ça, c'est qu'il y a une telle distanciation par rapport à ça qu'il n'y a pas. Donc on doit passer par la formation-action, par l'usage du mannequin, même si on met plus ou moins bien du bon papier peint à côté, etc. Mais ça passe par ça, par un usage en entreprise derrière, pour se confronter au réel. Et donc ça, c'est des choses, c'est toute une ingénierie de formation qui est en train de se remettre en place progressivement également avec nos certificateurs, l'INRS, pour ne citer que. Voilà. Bah, C'est mon mail, juste pour vous dire que si vous voulez que par exemple je vous envoie mon PowerPoint, je peux le faire si vous m'envoyez.
Mais merci beaucoup. Nous allons arrêter ici et la suite dans la grande salle.